messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro 18 de l'interview exclusive. Vous le savez, nous organisons cette émission seulement en de moments graves, à de moments importants, pour donner la parole à des gens ou des personnalités importantes dont le verbe ou la prise de parole compte ou a de l'emprise sur la vie publique. Et pour ce numéro 18 de l'interview exclusive, nous sommes invités. Nous avons fait immersion à la résidence de France à Yaoundé pour croiser le chemin de Mme Amélia Lacrafi, qui est députée des Français de l'étranger, à 10e circonscription, avec elle nous allons voir de quoi ou à quoi cela retourne dans un instant. Le temps simplement de l'accueillir. Madame la députée, bonsoir, bienvenue au Cameroun. Est-ce que nous devrions vous dire bonsoir, bienvenue à la résidence de France, mais en tout cas, bienvenue à Yaoundé. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous recevoir à la résidence et merci à l'ambassadeur de nous permettre ce moment. On a vu que vous avez fait le tour, mais il y a de nombreux Camerounais qui se demandent à quoi ça renvoie. Nous n'avons pas dans notre configuration institutionnelle de députés de Camerounais de l'étranger, même si une partie de l'opinion et de la classe politique revendique cette fonction-là. Dans la nomenclature institutionnelle française, ça renvoie à quoi un député de Français de l'étranger? Alors, un député des Français de l'étranger est un député comme un autre. Moi, mon collègue d'Amérique latine, mon collègue d'Amérique du Nord, mon collègue d'Asie, nous sommes des députés de la nation. Nous sommes juste élus sur un territoire. Donc, je fais comme tous mes collègues. Je vote la loi, je peux modifier la loi, donc amender la loi, proposer des lois, faire ce qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement. Et au lieu d'aller à la rencontre des Français en France, des associations, des écoles, je le fais dans les pays de la circonscription. Donc j'ai la chance d'être élue pour la 3e fois depuis 2017 dans cette magnifique circonscription de 49 pays, du Ghana au Sultanat d'Oman et de l'Afrique du Sud au Liban. Et ces 49 pays, 150 000 Français. Il faut savoir que chaque député français représente entre 100 et 200 000 Français. Donc nous avons un découpage du monde par nombre de nos compatriotes enregistrés dans les consulats. Et vous avez été élu par des Français établis à l'étranger, je suppose. Absolument. Donc j'ai été élu par les Français. Oui, vous pouvez y aller. J'ai été élu par les Français qui habitent dans cette 10e circonscription. Donc, encore une fois, du Ghana, donc Ghana, Bénin, Togo, Nigeria, et vous continuez tout droit jusqu'à Dubaï, puis Sultanat d'Oman. Donc, c'est vraiment une large circonscription. Vous descendez jusqu'à l'Afrique du Sud, y compris les pays de l'océan Indien et les pays du Golfe. Donc, les Français votent au consulat, à l'ambassade ou dans les lycées français, et votent pour leurs députés et votent pour leur président de la République. Alors, vous avez été réélu en 2024, une élection telle que perçue par nous au Cameroun, un peu bouillonnante, une assemblée générale, une assemblée nationale du point de vue de la configuration un peu compliquée pour nous Camerounais. Est-ce que c'est toujours aussi bouillonnant au Palais Bourbon en ce moment depuis votre élection? Le Palais Bourbon a toujours été bouillonnant. En fait, si vous regardez les archives du Palais Bourbon, les députés s'invectivent, les députés hurlent, les députés se traitent avec des noms d'oiseaux, les députés revendiquent, les députés sont revendicatifs, vindicatifs. Elle a toujours été bouillonnante. Maintenant, c'est vrai que c'est différent. Différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans cette 5e République. Nous n'avons pas l'habitude, depuis l'inversement des calendriers, d'avoir comme ça aucune majorité vraiment claire et une France polarisée, on le dit, on le redit, effectivement la France se polarise avec des extrêmes de plus en plus, extrêmes et nombreux, et un centre assez large, mais malheureusement qu'on oublie un peu parce que les extrêmes font beaucoup de bruit et tellement de bruit qu'on en oublie qu'il existe un très large centre. Des républicains à la gauche non insoumise, un large centre qui. Et c'est une centriste qui parle. Il faut peut-être dire que vous prêchez pour votre chapelle. Totalement. Oui. Totalement. Je prêche pour ma chapelle. On a enfin un gouvernement. L'attente a été longue. Il y a eu beaucoup de sursis, beaucoup de renvois. À un moment donné, on nous a dit qu'il fallait attendre passer les Jeux Olympiques de Paris. Finalement,
On a eu un Premier ministre, M. Barnier, et puis un gouvernement. Comment ça a été accueilli au sein de l'hémicycle? Alors, la session ordinaire commence le 1er mardi d'octobre. C'est vrai que depuis 2017, depuis 7 ans, nous avons souvent des sessions qu'on appelle extraordinaires. Donc nous siégeons quand même en juin, en juillet, des fois au mois d'août et des fois au mois de septembre. Donc cette fois, il n'y a pas eu de session extraordinaire parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc 1er octobre, en principe c'est le 1er mardi d'octobre. Et ce mardi, on a un alignement des planètes intéressant parce que ce mardi est le 1er octobre et nous allons siéger enfin et nous allons pouvoir écouter ce qu'on appelle le discours de politique générale. Qui était attendu depuis longtemps avec... attendu depuis longtemps en fait. Pas tant que ça, parce que on a accusé le Premier ministre de fuir cette rencontre. On l'a accusé de fuir, mais la session ordinaire commence. Ouais. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit de la fuite. Pourquoi se précipiter? Je pense qu'il fallait se hâter de ralentir. Il fallait négocier. C'est un fin négociateur. Il est connu, reconnu pour ça. Et beaucoup de personnes avec qui il a travaillé, d'horizons très différentes et de pays très différents, trouvent que c'est une personne, qui est un homme de consensus. Donc, je suis absolument ravie de l'avoir. Maintenant, comment il va gouverner? On a un gouvernement, on a 39 ministres. Gouvernement de droite, très marqué à droite. À qui la faute? Dites-le nous. À qui la faute? Très marqué à droite, pourtant la droite n'a pas remporté. La logique voudrait que le parti le plus représenté à l'Assemblée nationale soit le plus représenté au gouvernement également. Le parti le plus représenté, le parti politique seul, sans coalition, le plus représenté à l'Assemblée nationale, est le Rassemblement national. Oui. C'est le RN, c'est l'extrême droite. Ils sont 128. Nous sommes 99, donc nous sommes les deuxièmes les plus représentatifs en tant que parti, sans coalition, je veux dire. Oui. Donc RN, Ensemble pour la République, et ensuite vous avez la France Insoumise et les autres partis. Donc quand on est 76 ou 77, on ne peut pas se revendiquer d'avoir gagné, tout gagné et exiger son programme, rien que son programme. Le problème, c'est qu'on a une gauche qui s'est, totalement effacée devant une extrême gauche et ça m'attriste. Ça m'attriste parce que pendant les européennes, j'ai cru qu'avec un Glucksmann, avec un tel résultat, je pensais qu'une gauche, le PS, allait revenir et s'affirmer un peu plus. Et je n'ai pas compris pourquoi ils se sont à ce point laissés absorber comme ça par la France Insoumise. C'est un regret. C'est comme ça, c'est fait. Et on a une coalition de gauche, voire d'extrême gauche, qui a dit, c'est notre programme et rien que notre programme. Les Français nous ont demandé de travailler ensemble. Nous avons une assemblée avec 3 pôles, plus ou moins équivalents. L'extrême droite, le grand centre et une grande gauche tirée par l'extrême gauche. Et les Français, en votant comme ils ont voté, ont dit maintenant, bossez ensemble. Donc apprenons à travailler ensemble. Mais quand vous commencez avec un dirigeant qui dit c'est cette personne et que cette personne qui fait siffler quand même un monsieur Cazeneuve, qui est un monsieur quand même respecté, respectable, qui fait siffler une autre personne dont le nom a circulé, monsieur Bouhamran, qui est aussi un homme respecté, respectable du PS, qui ose les faire siffler à la fête de l'UMA et qui dit c'est Lucie Casté, que Lucie Casté et notre programme, que notre programme. Mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris et entendu le message des Français qui nous ont dit de travailler ensemble. Donc comment on travaille avec un parti ou une coalition qui vous dit non, en fait, on ne va pas négocier. Alors que, avec un négociateur comme M. Barnier, de réputation internationale. De réputation internationale, mais il est parti chercher les bonnes volontés qui avaient envie de travailler avec lui, hors extrême. Alors, je vous propose aux téléspectateurs davantage de vous redécouvrir. Ils ont eu pendant quelques minutes le temps de vous écouter, de vous voir, mais je vous propose de redécouvrir notre invité ce soir dans un sujet signé Daniel Anissé-Boudier. C'est le portrait de notre invité ce soir, Amélia Lacrafi. Membre de la majorité parlementaire au sein du groupe Renaissance, Amélia Lacrafi est la députée de la 10e circonscription des Français établis hors de France, regroupant 49 pays de l'Afrique australe, centrale, orientale, des îles de l'océan Indien et du Moyen-Orient.
Née le 20 mars 1978 et mère d'une jeune fille, Amélia Lacrafi est issue de la société civile. Entrepreneur dans l'âme, elle a à son actif la création et la direction de plusieurs entreprises. Diplômée en 2015 de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice à l'école militaire, Amélia devient experte en intelligence économique, sécurité et sûreté des entreprises. Forte de cette qualification et de son expérience de terrain, elle fonde et préside la société Asgua, spécialisée en conseil et formation en cybersécurité et intelligence économique. Innovatrice, sa société propose notamment une solution inédite d'authentification forte par biométrie comportementale. En 2015, elle décide de s'engager et de mettre ses compétences à disposition de la sécurité des Français dans la réserve citoyenne cyberdéfense où elle obtient le grade de commandant. Élue pour un premier mandat de député en 2017, Amélia Lacrafi devient membre de la Commission des Affaires étrangères, présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Émirats Arabes Unis et administratrice de l'Agence française de développement. Investie dans la querelle des violences conjugales, elle mène un travail de fond sur l'amélioration de l'accompagnement des Françaises victimes de violences conjugales à l'étranger. Réélue en juin 2022, elle siège de nouveau à la Commission des Affaires étrangères et devient présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Arabie Saoudite. Elle travaille dans ce cadre à l'émergence de nouveaux champs de coopération entre les deux pays dans les domaines qui vont de la culture à la santé, en passant par l'éducation et la francophonie. Voilà, Madame la députée, nous reprenons le fil rouge de notre entretien, oui, le fil rouge de notre entretien, le temps il passe très vite. Est-ce que ces sujets, les sujets internes à la France, sont évoqués hors de France? Vous avez rencontré des Camerounais, j'ai vu dans votre agenda que vous avez été à Douala, vous êtes ici en capitale, vous avez rencontré des parlementaires camerounais, vous avez rencontré surtout les Français, à la résidence de France également. Est-ce que les sujets dits de politique intérieure intéressent les Français que vous avez rencontrés ici au Cameroun? Oui, mais très peu. En fait, c'est vrai qu'à Douala ou ici à la capitale, j'ai rencontré toutes nos associations, nos lycées français, les profs, les élèves, la direction, j'ai rencontré les parents d'élèves, j'ai rencontré la communauté qui est venue aux différents événements dans lesquels je les ai invités. Et c'est vrai que non, les Français me parlent surtout d'eux, du Cameroun, de leur vie ici, qu'ils sont bien ici, qu'ils sont souvent ici depuis très longtemps. Et des sujets qu'on a en fait partout. La vie chère, trouver du travail, scolariser ses enfants dans de bonnes conditions. Donc des sujets qu'on aborde tout le temps. On a un sujet qui revient souvent avec les Français étrangers, à savoir les comptes bancaires, la solidarité, des sujets que j'adresse et auxquels je réponds tout le temps. Et assez peu, je dois dire, on m'a parlé du sujet politique en France en me disant c'est compliqué. Et en fait, ils se sentent quand même assez loin de la politique en France et ils se disent, bon, c'est difficile ou c'est compliqué. Et ce qui est amusant, c'est que les élèves, j'ai vu hier des élèves de première à Douala, j'ai vu aujourd'hui à Fustel des élèves de terminale et les deux m'ont parlé de la politique en France en me disant c'est dur en ce moment, c'est compliqué. Mais c'est tout. Ils pensent faire des études au Cameroun, des études supérieures au Cameroun? Certains, oui. Oui, parce que le Cameroun est un pays réputé pour lequel les jeunes sont très bien formés. Et je dis souvent que autour du Cameroun, dans les pays, on a beaucoup de Camerounais à des postes importants. Et en France, on a beaucoup de Camerounais à des postes très importants et que vous avez la chance au Cameroun d'avoir des universités et des écoles qui forment très bien. Alors, avec eux, je suppose que vous avez évoqué, puisque nous avons suivi au moment du toast avec l'ambassadeur de France et quelques convives, vous avez évoqué le cas de 25 Français décédés 27, au Cameroun, au Cameroun par indigence. Ça tombe sur le sens pour nous, Camerounais. Pendant une seule année. Oui, une seule année. Vous avez évalué les causes, vous avez recherché les causes, vous les avez évaluées et puis vous avez essayé d'adresser la question. Sinon, comment on a... Difficile de connaître les causes. On va vous résumer en disant que c'est pour indigence. C'est des personnes qui ont eu un accident de la vie, quel qu'il soit, qui se sont éloignées de la communauté française,
et qui se sont laissés mourir et qui n'avaient pas les moyens de se soigner, ne serait-ce que voilà, d'acheter un Doliprane. Et c'est malheureux parce que j'en ai rencontré quelques-uns, des gens pauvres à qui on dit « mais pourquoi vous ne rentrez pas en France ?» Et souvent ils vous répondent la honte. Et ils ne veulent pas rentrer en France parce que le français, quand il va à l'étranger, c'est pour réussir. Et c'est très difficile de rentrer en disant j'ai échoué. Et c'est triste de dire que parce qu'ils ont honte, ils préfèrent se laisser mourir. Et moi, je ne l'accepte pas. Et c'est pour ça que j'ai présenté ce travail, cette mission sur laquelle on s'est investi avec mon équipe depuis 3 ans maintenant, pour avoir ce volontaire financé par une belle entreprise française Total, ce volontaire à la disposition de l'association de bienfaisance de Douala, qui peut accompagner nos compatriotes les plus fragiles, parce qu'un accident de la vie, ça arrive. Nous avons noté dans votre discours, dans les éléments de langage que vous avez sélectionnés, vous adressez aux Français, aux Français installés au Cameroun et même aux Camerounais. Vous avez noté que l'image de la France a été améliorée au Cameroun sur ces derniers mois. C'est magnifique. C'est parti d'une étude. Est-ce que c'est documenté, ça? Alors, bonne question. Est-ce que c'est documenté? Je ne suis pas sûre. C'est vrai que c'est souvent une question d'hommes et de femmes. Et puis des fois, ça ne matche pas. Et lors de la visite du président de la République il y a 2 ans, j'ai eu l'honneur de venir avec lui. Et dans l'avion... 26 juillet 2022. Dans l'avion, quand il m'a demandé ce que je pensais du Cameroun, donc je lui ai dit que c'est un très beau pays et que je suis très heureuse d'avoir ce pays dans ma circonscription, que c'est un pays très attachant. Mais qu'on avait un vrai sujet avec l'accueil au consulat, c'était très compliqué. Et le service des visas, c'était compliqué. Ça arrive, heureusement, c'est pas partout, ça arrive. Et il a pris ça à bras-le-corps et nous avons, 2 ans plus tard, des Français, des Camerounais, des politiques camerounais qui me disent « mais c'est incroyable !» à quel point la situation s'est transformée. Et moi, j'avais certains Français qui venaient, des fois même la boule au ventre. Et moi, je n'ai jamais compris comment on peut avoir la boule au ventre en allant au consulat ou à l'ambassade. Et on ne peut pas l'expliquer. Encore une fois, c'est une question de relations humaines. Et on sait que ce qui est le plus compliqué dans la vie, c'est les relations humaines. Une grosse demande aussi. Et une grosse demande aussi, c'est vrai. Et moi, j'ai souvent dit que le sentiment anti-français, ce n'était pas quelques pays pas forcément amis, et que ça peut commencer au consulat. Et là, nous avons une chance inouïe. On a des équipes formidables, bienveillantes, au service des Français, au service des Camerounais, au service de la relation entre la France et le Cameroun, une relation qui est incroyable, une relation d'amitié. Quoi qu'en disent certains qui essayent de nous éloigner, non, la relation est formidable depuis plus de 60 ans. Et il n'y a pas de raison que cela cesse. Et c'est vraiment très agréable d'entendre des députés, des Français d'origine camerounaise ou des Camerounais vous dire merci. Juste merci. Et venir spontanément pour me dire c'est le jour et la nuit, le consulat, ici, voilà. C'est une impression que vous n'avez pas eue par le passé, oui. Non, mais en fait, c'est que souvent ça se passe très bien, ou correctement bien, ou en fait c'est normal et les gens trouvent normal d'avoir un rendez-vous tout de suite, d'avoir son passeport tout de suite ou d'avoir son visa tout de suite. Donc c'est pas forcément le sujet. Quand on commence à vous dire qu'il y a des délais de 3 semaines, 6 semaines, les gens disent c'est pas normal, même si on leur dit il faut prévoir. Les vacances de juillet-août, enfin il ne faut pas venir le 1er juillet pour me dire je veux mon passeport aujourd'hui pour demain. Absolument. Pas évident. Et on a eu, avec le Covid, des délais, j'ai envie de dire automatiques, mathématiques, qui se sont allongés. Et des Français qui se sont plaints. Et là, on a des gens qui sont spontanément venus me dire j'ai un rendez-vous en 24 heures, j'ai un rendez-vous en 48 heures pour faire ma demande de passeport. Et des Camerounais qui me disent j'ai un rendez-vous en 48 heures pour faire mon visa. Et j'ai mon visa. Et il y a de plus en plus de visas de circulation. Donc moi, des gens sont venus me voir spontanément pour me dire j'ai un visa de 2 ans, j'ai un visa de 3 ans, mais vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci. C'est vraiment agréable. Alors, est-ce que ces Français que vous avez rencontrés ici vous ont
reparler de l'admiration des Camerounais, entre guillemets, de l'attrait des Camerounais, entre guillemets, pour les pays de l'Est, de moins en moins pour la France, ou alors d'un retour, puisque vous évoquez vous-même la question de l'image de la France ici. Est-ce que ces questions-là sont revenues? Pas abordées. Elles seraient revenues il y a 2 ou 3 ans. Pas forcément. Mais qu'est-ce qui a été le déclic d'après vous? Qu'est-ce qui est le déclic au-delà des services consulaires, des services visa? Est-ce qu'il n'y a pas au plan politique quelque chose qui a servi de déclic peut-être de Paris, de Yaoundé? Une visite présidentielle, en principe, fait un peu évoluer les choses. Il y a une feuille de route du président et on déroule la feuille de route du président. Une relation aussi proche, quand on a un président du Cameroun qui vient 2 fois en France, 2 fois. Pour les Jeux Olympiques et puis pour quand même le 15 août, la commémoration du débarquement de Provence. Et qui prend la parole. Et qui prend la parole et qui honore les Africains morts pour la France, mais ça crée du lien. Et d'expliquer et de montrer aux jeunes générations qu'il y a ce lien, qu'il y a des Français qui sont morts pour la France. Donc c'est normal que la France aime l'Afrique ou que la France aime le Cameroun et que c'est pas pour venir lui voler quoi que ce soit, enfin toutes ces fabulations de certains, non. Quand des gens ont donné leur vie, donc c'est le sacrifice suprême pour la liberté de la France, bon, on peut que les aimer. Donc la France aime le Cameroun et le Cameroun aime la France. Est-ce que vous, avec les Camerounais de France ou les Français du Cameroun, originaires du Cameroun, vous avez évoqué la question de la double nationalité qui est lancinante ici? Oui, certains, parce que pour être propriétaire ici, il faut être camerounais. Pour entreprendre, certains me disent qu'il faut être camerounais, alors que pourtant j'ai vu des Français entreprendre. Mais c'est surtout pour la terre, je crois, que c'est un sujet. Le foncier, oui. Ouais, et après, selon les pays, c'est plus ou moins long, plus ou moins compliqué d'avoir un visa. Donc comme nous, tout le monde a les mêmes problèmes. Hein. Moi-même, pour avoir un visa camerounais, merci à votre ambassadeur à Paris de m'avoir aidé. Mais c'est vrai que ça peut être long et c'est normal, c'est vraiment normal. Donc, des Français d'origine camerounaise auraient envie, en fait, d'avoir, oui, je pense, un passeport camerounais pour venir, ne serait-ce que pour ne pas devoir faire les formalités pour avoir un visa. Et pour, s'ils ont envie de venir et entreprendre ici, s'ils veulent acheter un terrain et faire une ferme, je pense que c'est un sujet qui va de toute façon finir par arriver. Maintenant, c'est vous qui décidez, c'est votre pays. Ça avait déjà été adressé par le président de la République. Et c'est entre vous que vous devez, et que vous, déjà, je sais que vous en discutez. Vous avez rencontré des parlementaires ce mardi, ce lundi à Yaoundé. Je voudrais vous proposer de revisionner votre parcours avec les parlementaires camerounais et du réseau camerounais de la diaspora et du réseau Amitié France-Cameroun au Parlement. C'est dans ce sujet. La visite de Amelia Lacrafi se situe en amont du 19e sommet de la francophonie qui va se dérouler en France les 4 et 5 octobre prochains. C'est donc à juste titre que la députée des Français établis hors de France est reçue au Cameroun, qui est l'un des 49 territoires de sa circonscription. Premier arrêt chez le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, avec qui elle fait l'état des lieux de la francophonie au Cameroun. Nous avons 91 parlements, bientôt 92 parlements qui ont rejoint l'Assemblée parlementaire de la francophonie et nous avons continué sur les valeurs et tout le corpus législatif que l'APF met en place pour que chaque parlement puisse aller puiser les informations, les textes qu'elle a envie ensuite d'adapter dans son pays, parce que bien sûr que chaque texte est à adapter et ne pas à copier-coller par pays. Le deuxième moment de cette visite consiste en des échanges avec ses collègues du groupe d'amitié Cameroun-France. Au menu, les réussites de la coopération décentralisée et les projections pour 2025. Notamment autour de la transformation de la ville de Bafoussam, sur le matériel agricole au sud, sur le traitement de l'eau à Léké. Donc on a des succès concrets. Nous allons tenir une visioconférence au mois de décembre, au cours de laquelle nous allons donc arrêter un plan d'action commun pour les deux groupes d'amitié pour l'année 2025. Pour rappel, ce 19e sommet est placé sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français ».
Alors nous avons regardé et écouté ce sujet. Quand un parlementaire français rencontre des parlementaires camerounais, on parle de quoi? On parle d'affaires, on parle de politique, on parle du social, peut-être du sport aussi, parce que le sport, ça tient à cœur aux Camerounais et on sort des Jeux Olympiques de Paris. Absolument. Quand je rencontre, parce que c'est vrai qu'un parlementaire, peut-être mes collègues ont d'autres sujets, quand je rencontre vos honorables, nous parlons de beaucoup de sujets qui nous concernent, à savoir, on a commencé par l'honorable Etong, qui est président de l'APF. Oui. C'est pas rien. Oui. L'APF, c'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe 91 parlements du monde entier. Et il succède au président Drouin, qui était canadien. Et je trouve merveilleux... Et qui est fraîchement élu. Qui est fraîchement élu. Et je trouve merveilleux pour le Cameroun d'être comme ça exposé à 91 parlements du monde entier, qui va être vraiment sur le devant de la scène. Et c'est vous les présidents. Et cette APF, cette Assemblée parlementaire de la francophonie, est un lieu formidable pour échanger nos expériences, nos textes de loi, mettre en avant des valeurs qui nous tiennent à cœur, la démocratie, la culture, la diversité, la mobilité. C'est un sujet que je porte depuis que je suis présidente moi-même de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce que chaque parlement, donc chaque pays a sa section. Mais votre président est président monde. Et nous aurons la chance de l'accueillir le 4 et 5 octobre à Villers-Cotterêts et à Paris, au sommet de la francophonie. Et nous avons la chance de l'accueillir. Et ça fait 30 ans que la France ne l'a pas accueilli. Et pour moi, c'est vraiment un moment important parce qu'on échange, enfin, on a en commun plus qu'une langue. On a en commun une histoire, on a en commun des valeurs. Et quand les gens me parlent du Commonwealth, souvent ils parlent que des affaires. Mais quand les gens me parlent de la francophonie, ils me parlent de la culture, de la diversité. Et en fait, ils en parlent encore mieux que nous. Donc, nous avons parlé avec le premier parlementaire, avec Hilario. Exactement. Nous avons parlé donc, de la mission de l'APF, des sections, de l'importance que c'est la deuxième plus grande assemblée au monde après les Nations Unies. Parce que les Nations Unies regroupent les États, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est la deuxième plus grande assemblée au monde qui regroupe donc 91 parlements. Avec vos autres collègues, donc le président du groupe d'amitié Cameroun-France, moi je suis vice-président du groupe d'amitié France-Cameroun qui doit se reconstituer au mois de décembre. Nous avons parlé de la coopération entre parlementaires des deux groupes d'amitié. Nous avons fait des choses assez concrètes, notamment la formation de fonctionnaires de l'Assemblée nationale camerounaise. Donc, 2 personnes ont été formées au mois de juin par les fonctionnaires de l'Assemblée nationale française. Et c'est des choses très concrètes sur lesquelles on peut s'appuyer et se dire on avance ensemble, on échange des formations, on échange des textes, on échange des idées et on crée des liens et on renforce les liens. Et je dis souvent que avec la diplomatie parlementaire, on peut arriver à des choses intéressantes. On peut avoir des pays avec qui nos chefs d'État s'entendent moins. On a la chance d'avoir 2 chefs d'État qui s'entendent bien. Mais on peut avoir des pays où nos chefs d'État ne se parlent pas beaucoup, où nos ministres ne se connaissent pas forcément. Avec l'APF ou avec les groupes d'amitié parlementaires, on a la chance de créer des liens au niveau des parlementaires qui représentons les peuples. On peut créer des liens, échanger des idées et garder surtout l'amitié entre les peuples en attendant que les chefs d'État aient de meilleures relations. Donc c'est vraiment très important de cultiver cette diplomatie parlementaire. Et le Parlement, c'est la tradition, c'est les usages, c'est la culture parlementaire. Quand on vient d'un Parlement de plusieurs siècles, comme le vôtre, et qu'on rencontre celui du Cameroun, qui date à peine de 60 ou 70 ans, est-ce qu'on a des complexes de supériorité? Jamais. Jamais, parce qu'on apprend, en fait. Ils ont des choses à apprendre de nous, on a des choses à apprendre d'eux toujours. Vous auriez quoi à apprendre du parlementaire camerounais? De comment ils travaillent leur circonscription, de comment ils travaillent avec les femmes, de comment, dans un pays qui a 2 langues, on réussit à créer une unité comme celle que vous avez. Parce que c'est quand je vois certains autres pays qui ne vont pas très bien dans le Sahel, vous avez un pays que tout oppose.
On le dit, c'est une kaléidoscope, Oui, le Cameroun. On dit souvent que c'est le continent. Oui, le continent, l'Afrique en miniature, le continent. Oui. Et c'est Marianne Sawa qui vous le dit. Oui. Le continent, vous avez réussi à faire une unité, une union. Enfin, les Camerounais sont unis. Le pays est uni. Enfin, depuis Aïdjo, vos chefs d'État travaillent à l'unité des Camerounais. Comment on fait avec des tribus aussi différentes, avec 250 ou 300 langues, avec une partie anglophone importante. Avec un lézard quand même à l'unité au niveau de oui, mais ça la tient. partie anglophone. Ça tient, en fait. Vos chefs d'État ont fait que ça tient. Oui, toutes ces langues, toutes ces religions, ça tient. Et ben, nous, on a peut-être à apprendre aussi, parce qu'on a des fois du mal avec certains de nos jeunes qui se sentent plus ou moins intégrés. Donc oui, on a des choses à apprendre, bien sûr. Alors, les Français à l'étranger, pour sortir de notre entretien, les Français à l'étranger ne sont pas parfois cités comme des modèles de moralité, de civilité par les pays qui les accueillent. J'ai fait une petite liste. Florence Cazé au Mexique, Michel Blanc en Indonésie, Jacques Monsieur aux États-Unis et en Belgique, Gérard Davet en Irak, Vincent Fichot au Japon, Yacine Scali en Thaïlande. Ce sont des Français établis à l'étranger qui ont été parfois en noise avec les justices locales. Comment vous, députés de Français à l'étranger, abordez les questions de la sécurité judiciaire des Français à l'étranger, à l'aune des cas que je viens de citer, qui ont été médiatiques? Il y en a d'autres à l'appel. Bien sûr, on a vraiment énormément de cas. Selon les pays, on va avoir entre 1 et 30 personnes en prison. Donc oui, il y a beaucoup de cas. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Ramener au nombre de la population et française et du pays, je pense que ce n'est pas beaucoup. S'il n'y en avait aucun, ce serait encore mieux. On a la chance d'avoir une convention qui régit ce type d'événements malheureux, la Convention de Vienne. Et nos consulats, nos agents, nos fonctionnaires visitent nos prisonniers. C'est vrai que peu de pays le font et je pense qu'il faut le souligner. Nous allons nous vérifier qu'ils sont dans de bonnes conditions, qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont bien traités. Et ça, c'est la protection consulaire. Et on se félicite d'avoir un pays qui fait des visites consulaires auprès de nos prisonniers. Pendant que nous avons annoncé, pendant qu'il était annoncé votre visite au Cameroun, nous avons été saisis, nous, à notre rédaction, par un comité de soutien de Michel Thierry à Tangana qui se plaint d'avoir été lâché par la France un moment. Et puis, il y a eu ce rachat qui aboutit à sa libération. Il est question de l'indemniser pour une arrestation arbitraire. Est-ce que c'est des sujets qui vous préoccupent, vous, élus, vous, députés des Français de l'étranger? Après la libération, après la détention, les questions économiques, les questions civiles? Toujours. Enfin, moi, quand nos compatriotes s'adressent à moi, j'interviens tout le temps. À savoir, quand la famille me demande, des fois, d'envoyer des livres, donc je demande au consulat de le faire. Plus récemment, au Qatar, des pulls, parce qu'un compatriote a froid en prison. Avec l'avocat conseil de l'ambassade, on suit le prisonnier et on vérifie que la convention, les conventions, s'il y en a plusieurs, soient bien appliquées. Ensuite, on fait attention tout de même de ne pas s'immiscer dans la justice du pays, local. Parce que vous avez, le pays est un pays indépendant, votre justice est indépendante et on n'a pas à s'immiscer dans votre justice. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Certains vont dire qu'ils sont lâchés, qu'ils sont abandonnés, sauf qu'on ne renonce jamais, c'est pas vrai. Vous avez une diplomatie discrète avec des fois des ministres qui appellent, des fois le président de la République lui-même qui intervient auprès du chef d'État. Lui-même. Et ça arrive souvent, mais les gens ne le savent pas. Ça va étonner beaucoup de Camerounais de vous entendre le dire. Le président de la République, Emmanuel Macron, dit qu'il n'aime pas la diplomatie du mégaphone. Et je suis d'accord avec lui. Après, ça lui coûte. Ça lui coûte parce que les gens disent qu'il ne fait rien, alors que non. On fait des choses, mais on ne s'en vante pas. Et on fait attention parce que des fois, c'est contre-productif de dire j'ai appelé tel chef d'État, j'ai appelé tel ministre, j'ai appelé telle personne et je l'ai sommé de faire ça. Non. On discute. Si on peut intervenir, on intervient. Si on nous dit non, l'affaire est en cours, la justice travaille,
laisser la justice travailler, on laisse la justice travailler. Et dans ce cas, il s'agit de la situation que vous décrivez. Absolument. Pour les cas de réparation. Nous voulons... Absolument. Et c'est vrai que depuis qu'il a été libéré en 2014, on a revu les commissions d'indemnisation et on peut toujours mieux faire et de pouvoir aussi échanger. Moi, j'échange avec des prisonniers de ma circonscription qui viennent me voir. Ceux qui ne viennent pas me voir, je ne peux pas discuter avec eux, mais ceux qui viennent me voir, je discute avec eux. Et ensemble, je dis tout le temps que je crois en l'intelligence collective. On arrive à avoir des nouvelles idées. Donc c'est une petite idée plus une petite idée et on arrive à faire avancer les choses. Merci, Madame le député, d'avoir accepté de vous prêter à notre jeu, le jeu de questions et réponses de cette émission. Nous vous souhaitons un bon retour en France. Nous espérons, vous l'avez dit, nous espérons que vous êtes sincère lorsque vous dites que vous avez passé un bon séjour au Cameroun. Ça se voit. Je crois que ça se voit. Ça se voit. Merci d'avoir été au continent et à très bientôt. Merci. Madame, messieurs, bonsoir. Retrouvons-nous très bientôt pour le numéro 19 de l'interview exclusive. Ce sera tout avec le même plaisir. Bonsoir.